Bienvenue à tous, merci d'être avec nous pour cette nouvelle édition de l'Africa Newsroom. Nouveau thème en ce début de semaine qui sera consacré à l'industrialisation du continent, avec aujourd'hui un premier dossier sur le groupe Dangote. En programme également de cette émission, au Mali se pose désormais la question de l'application de l'accord de paix signé samedi par les groupes rebelles. Et en Guinée, majorité et opposition sont tombés d'accord sur l'annulation de la date des élections prévues en 2016. Et pour nous accompagner pendant cette émission, nos éditorialistes, Daouda Tal, bienvenue. Merci Fanny, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Jean-François Kandji-Kombé, bienvenue. Bonsoir Fanny, et puisque je passe avant Alfred, bonsoir aux téléspectatrices d'Alfred. Et Alfred Chango, bienvenue. Merci, je suis heureux de vous retrouver sur ce plateau. Et puis à mes très chères téléspectatrices, je dis merci de leur accueil d'avance. Et puis bon ramadan à celles qui font le ramadan. Tout de suite, l'actualité du jour. L'accord de paix pour le nord du Mali est donc officiellement ratifié. La coalition des mouvements de l'Azawad qui fédère les groupes rebelles a finalement apposé sa signature ce samedi sur le texte négocié pendant près d'un an à Alger. Ibrahim Ndiaye. La communauté internationale salue la signature de l'accord de paix au Mali. De nombreuses institutions, notamment l'Union africaine, la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, l'Organisation de la coopération islamique ou encore les Nations unies, étaient activement engagées dans les négociations. Au lendemain de ce grand pas vers la paix dans le nord du pays, tous les regards sont tournés vers l'espoir de voir cet accord traduit en actes sur le terrain. Ces choses faites, on peut s'en féliciter maintenant. Après, il faut une mise en œuvre conséquente, en particulier dans le domaine de la cessation des hostilités. Je pense que le nord du Mali est caractérisé par de violents accrochages qui en fait compromettent la paix et du coup compromettent aussi le processus de développement socio-économique qui devrait normalement nous donner l'occasion d'occuper sainement les populations, d'occuper la jeunesse et d'éviter justement que cette jeunesse ne s'adonne au maniement des armes qui reste en fait pour eux la seule perspective de pouvoir s'épanouir. Pour mettre toutes les chances en faveur de la paix, le Mali et ses alliés ont mis en place plusieurs mécanismes afin d'éviter que cet accord ne devienne caduc comme les nombreux accords signés par le passé avec les mouvements rebelles. Nous mettrons tout en œuvre pour que le processus de mise en œuvre soit un succès. Comme on a coutume de le dire, la signature d'un accord n'est jamais la fin d'un processus de paix, bien au contraire, il est le début et le plus dur reste peut-être à venir. Mais je pense que nous devons encourager les parties à vouloir faire la paix. C'est jamais une chose facile, même peut-être plus difficile de faire la paix que de faire la guerre. Il faut en ce moment-là alors qu'il y ait un ensemble de mesures qui accroissent la confiance entre les parties, parce que ça c'est la chose la moins bien partagée. Il faut que absolument les parties se fassent confiance et réapprennent à vivre ensemble. Pour relever ce défi, le Mali pourra compter sur la médiation interafricaine pour permettre à l'ensemble des fils du pays de se retrouver autour de l'essentiel. Un défi difficile mais pas impossible. Daouda, avant même de parler de l'application de l'accord, qu'est-ce qui, d'après vous, a amené la signature donc de la coordination des mouvements de l'Azawad? Est-ce que ce sont les pressions internationales? Est-ce que c'est la levée des mandats d'arrêt? C'est un peu de tout ça en fait, puisque la pression internationale elle a été là. On a vu comment ça s'est passé aux négociations d'Alger. Les Nations Unies étaient là, tous les partenaires du Mali, en tout cas, étaient avec Alger pour ces négociations. Maintenant, rappelons-nous qu'à un moment donné, quand le gouvernement malien a accepté de signer la coordination des mouvements de l'Azawad, voulait consulter sa base. Donc apparemment, il y a 2 documents qui ont été rajoutés sur la table en tout cas, et notamment le fait que les groupes pro-gouvernement quittent Ménaka, et ensuite le fait aussi que les soldats, en tout cas dans la future recomposition de l'armée malienne, que les combattants du Nord soient pris en compte en tout cas. Donc je pense que ce que vous venez de dire est aussi vrai, le fait que les mandats d'arrêt ont été annulés, mais ça va dans un sens de chercher l'apaisement dans ce conflit qui a tant duré, et puis aussi les négociations ont beaucoup duré, et je pense que maintenant le principal gagnant, à mon avis, de mon point de vue,
vue, c'est la coordination des mouvements de l'Azawad, puisque le gouvernement malien a accédé à l'essentiel de ces demandes. Possible, en tout cas pour un gouvernement souverain, l'unité nationale du Mali est un fait. Et on ne peut pas le décortiquer, on peut pas décortiquer cela. Donc espérons qu'on aille vers la paix à la condition de démobiliser, de désarmer aussi, ce qui n'est pas gagné d'avance. Jean-François, la coordination des mouvements de l'Azawad a eu suffisamment de garanties pour pouvoir signer? Je ne sais pas si, aux yeux de la coordination elle-même, les garanties étaient suffisantes, mais je partage l'analyse de Daouda. Cet accord qui a été signé fait la part belle aux revendications de l'Azawad, même si ils n'ont pas accédé à la revendication principale qui est la partition, la constitution d'un État de l'Azawad. Il n'en demeure pas moins que l'Azawad est reconnu, et demain, je pense que la deuxième phase sera la reconnaissance de l'Azawad dans la constitution du Mali. Et puis, par ailleurs, sur le plan de l'organisation territoriale, ils sont reconnus, leur autonomie territoriale est reconnue, avec des pouvoirs relativement forts. Maintenant, sur la question de l'application, ce type d'accord, ce que je souhaite, vraiment, du fond du cœur, c'est que cet accord soit appliqué, parce que ce sera le retour à la paix et à la tranquillité pour les populations maliennes elles-mêmes, mais le vice est dans le fruit, je ne cesse de le dire, le vice est dans le fruit lorsqu'on va négocier avec des personnes qui sont armées et que on arrive là, aujourd'hui, à la porte des questions d'application avec des partis qui sont encore armés. Et ceci, dans la perspective notamment de la constitution de cette armée et de la constitution d'une police, d'ailleurs, commune, dans le nord du Mali, il allait de soi qu'il fallait conserver les armes. Mais qu'est-ce que ça peut donner sur le terrain? Je ne suis pas sûr qu'on soit aujourd'hui à la veille d'une pacification du nord du Mali. Je le souhaite de tout cœur, mais le processus sera plus difficile encore, malgré la signature de cet accord par l'Azawad, et le fait qu'ils aient signé aussi tardivement montre qu'ils ne sont pas satisfaits. Alfred, la signature de cet accord s'annonce compliquée. Disons que l'acheminement vers la paix est un processus long. Comme le disait Djibril Bassolé, il ne suffit pas de signer. Encore faut-il justement rendre applicable le contenu des accords qui sont signés. Et c'est vrai que les réserves qui sont émises par les uns et par les autres sont tout à fait recevables. Mais ne boudons pas notre plaisir. Il y a encore quelques heures, on ne savait pas si ces représentants de l'Azawad allaient signer cet accord. Maintenant, la signature engage. Ce qui est différent des accords du passé par rapport à aujourd'hui, c'est que c'est devant toute la communauté internationale réunie qu'ils ont signé. Et ils savent ce qui, en tout cas tous les protagonistes savent ce qui les attend dans le cas de non-respect de la chose. La difficulté pour moi, à mon avis, pour la concrétisation, j'y arriverai, de cet accord, ce sont les moyens que l'État malien va déployer justement, pour stabiliser le nord du Mali, mais pour ensuite soutenir les projets de développement de tout le Mali, pour que le détricotage du pays n'ait pas lieu, et que pour ôter aussi à ces rebelles toute possibilité justement de reprise des armes. Mais l'œil de l'Union africaine, de l'OCI, de la communauté internationale est là pour rappeler aux uns et aux autres justement la nécessité de tenir sa parole, de tenir en tout cas ses engagements. Merci. Dans l'actualité également, en Guinée, le dialogue politique a abouti à un accord entre majorité et opposition. L'élection présidentielle est maintenue en octobre prochain. Quant à la date des élections locales prévues en 2016, elle est annulée. Une nouvelle date consensuelle devra être trouvée. Ibrahim Ndiaye. Un pas a été franchi dans le dialogue entre l'opposition et la majorité en Guinée. Lors de l'assemblée plénière qui s'est tenue samedi 20 juin, la majorité a accepté l'une des revendications de l'opposition, l'annulation de la date du report des élections locales qui avait été repoussée pour 2016.
En fait, il s'agissait de répondre à une des préoccupations de l'opposition qui avait posé comme préalable que le chronogramme électoral soit annulé, notamment celui portant sur les élections communales. Sachant que sur la date de l'élection présidentielle, l'ensemble des partis est d'accord sur la date du 11 octobre 2015. L'opposition se dit satisfaite de cette décision. Elle propose en effet que les élections communales se déroulent avant la présidentielle, prévue le 11 octobre 2015. Oui, ça va favoriser l'ouverture du dialogue, parce que jusqu'à présent, l'opposition a dit qu'elle n'aborde pas les questions de fond. Et là, nous, on va proposer que les élections communales soient organisées avant la présidentielle, puisque c'est techniquement possible. La CENI avait déjà tout préparé. C'est lorsqu'elle s'apprêtait à fixer la date que le président a dit qu'il organise. En fin février, début mars, le président a instruit la CENI de suspendre l'organisation des communales et de les reporter justement en 2016. Les négociations continuent entre la majorité et l'opposition. Plusieurs revendications sont au menu des discussions. Il s'agit entre autres de la révision du calendrier électoral, de la recomposition de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, du respect de l'accord du 3 juillet 2013, mais aussi de la question de l'enquête sur la mort de plus de 60 manifestants au cours d'affrontements avec les forces de l'ordre depuis 2011. Jean-François, que pensez-vous de cet accord entre majorité et opposition guinéenne, sachant que l'opposition demande toujours que ces élections locales soient avant la présidentielle? Ce dont je me réjouis pour le coup, c'est que le dialogue est repris. Parce que le dialogue avait cessé, on était dans une phase qu'on craignait être une phase de tension. Le dialogue a repris et il l'a repris sérieusement puisque le chef de l'État qui avait campé sur sa position en ce qui concerne la date des élections locales notamment et son couplage avec les élections présidentielles n'ont pas cédé mais a renoncé à cela et les discussions vont se poursuivre. Il est dans la logique des choses que dans un dialogue, les deux parties viennent avec des revendications et des revendications qui ne soient pas consensuelles parce que sinon les négociations n'ont pas lieu d'être. Par conséquent, il faut suivre cette négociation. Je pense qu'elle va être menée jusqu'à son terme, en tout cas je l'espère. Simplement à partir du moment où techniquement on annule la date et qu'on suspend la préparation des élections locales, notamment des élections communales, il va de soi que quand on va reprendre, on accusera forcément un retard. Aujourd'hui, nous avons la date des élections présidentielles. Moi, je pense qu'on s'achemine plutôt vers un report des élections locales après les élections présidentielles. Or, la revendication de l'opposition, que l'on pouvait comprendre d'un point de vue politique, était de se servir du vecteur des élections locales pour pouvoir s'implanter et ensuite pour aller à la bataille présidentielle dans une meilleure posture. Bon, je crains qu'avec le temps, plus le temps avance, moins les chances d'aboutir de cette revendication, moins cette revendication pourra prospérer, me semble-t-il. Alfred, l'opposition, en tout cas une partie de l'opposition estime que les élections locales peuvent être préparées en 45 jours, donc avant, si possible, l'élection présidentielle. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, d'abord, dire que dans l'espace public, politique républicain, il faut toujours préférer la négociation, le dialogue à l'affrontement physique qui entraîne des morts inutiles. Et que donc, effectivement, mieux vaut tard que jamais. Là, la reprise, justement, du dialogue, des négociations est une très bonne chose. Maintenant, quant à cette partie de l'opposition qui croit qu'en 45 jours, elle est très optimiste, puisqu'au fond, aujourd'hui, il y a même contestation sur les listes électorales, et que donc, en 45 jours, ça n'est tout simplement pas possible, puisque de toute façon, ça va encore entraîner des contestations infinies, et quand on regarde les 5 premières années, vraiment, ces 5 années du pouvoir, du premier mandat de Alpha Condé, mais il a passé presque 4 ans
dans des discussions interminables, dans des querelles, des affrontements qui ont plombé tous les programmes de développement de la Guinée, et que donc aujourd'hui il faut aller à l'essentiel. Le fait que l'opposition dans son ensemble ait accepté justement que on reporte les élections locales et que l'élection présidentielle ait lieu, je crois que c'est la voie de la sagesse, et j'espère que cette sagesse-là va continuer à présider pendant le Ramadan pour tous les Guinéens qui sont en train de faire le Ramadan, et qu'après ils seront très inspirés pour continuer dans cet esprit de paix et puis de négociation pour le plus grand bien de la Guinée et des Guinéens. Daouda, alors cette partie de l'opposition qui souhaite que les communales aient lieu avant la présidentielle estime que les délégations spéciales nommées par le président Alpha Condé ne peuvent pas organiser une élection présidentielle crédible. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est un argument qui est recevable, voilà, puisque ces membres de la délégation, ces membres de la délégation spéciale dans chaque collectivité sont nommés par le président de la République, en tout cas les présidents de délégation. Donc quelque part, on peut craindre qu'il soit à sa solde. Maintenant, je pense qu'aujourd'hui, il faut rester positif. Moi, j'ai regretté sur ce plateau la lenteur du dialogue politique. Aujourd'hui, on sait très bien que le président Alpha Condé a fait un pas quand même, qu'il faut saluer d'ailleurs, moi je pense, puisqu'il y a un consensus qui semble être trouvé autour du report des élections locales. La présidentielle, elle est maintenue pour des délais constitutionnels sans doute. Maintenant, ça va être possible de l'organiser les élections locales avant ou après. Rien n'est sûr. Aujourd'hui, ce qui est important pour l'opposition, à mon avis, ce qui serait plus efficace, c'est vraiment de s'assurer d'une élection transparente, libre, démocratique, avec notamment des observateurs nationaux ou internationaux pour que l'élection présidentielle soit vraiment transparente, quelle que soit la date des élections locales. Donc je pense que là, il y a une issue et l'opposition s'en met d'accord. Donc moi, je salue en fait aujourd'hui cette avancée. Merci. Nous allons marquer une courte pause à l'instant, la deuxième partie de l'Africa Newsroom. À tout de suite.